Bonjour à tout le monde. Alors, je vous vois pas tous sur mon écran, mais vous êtes un nombre assez important, ce qui nous réjouit. Donc, vous le savez maintenant, puisqu'on a déjà eu un café il y a 3 semaines de cela sur l'astronomie. Malheureusement, les conditions sanitaires nous obligent à continuer par Internet, hein, ce qui est beaucoup moins convivial que dans un bar où on peut boire un petit coup tout en posant des questions et en écoutant un discours intelligent. Mais bon, c'est quand même une façon de nous réunir qui se substitue au café traditionnel. Donc ce soir, on va parler des neurosciences et de leur rôle dans l'éducation, donc à l'école, avec un panel de spécialistes que vous voyez en face de vous. Donc je passe tout de suite la parole à Arnaud Carré et puis à Philippe Gontier qui vont modérer cette soirée. Et bonne soirée à tout le monde et encore merci aux intervenants et puis aux participants d'être présents actuellement. Merci Jean-Louis. Nous sommes à peu près une quarantaine, un peu plus de 40 même maintenant, qui sommes connectés. Merci à toutes et tous d'être ici. Merci à l'association Science Action d'avoir envisagé, imaginé ce Café Science dans le cadre de la Semaine du cerveau autour des neurosciences à l'école avec un grand nombre d'objectifs en fait qui sont partagés ici. Et parmi ceux-ci, mieux discuter de ce qu'est l'école aujourd'hui et de comment elle est enrichie et dans quelle mesure elle est enrichie par les avancées scientifiques, des neurosciences, de ce qu'on appelle les neurosciences de manière proche ou moins proche, neurosciences, psychologie cognitive, psychologie des apprentissages, d'autres SHS. Finalement, les neurosciences à l'école sont-elles uniquement une question de cerveau? Si on parle de neurosciences, si on parle de cerveau, c'est ce qu'on parle forcément du coup de choses qui relèvent uniquement d'un organe, de biologie, de facteurs plus ou moins déterminés, ou alors y a-t-il une place pour d'autres éléments en lien avec les contextes, la culture, des aspects sociaux. Et puis, il nous est aussi apparu assez important de pouvoir parler de ce grand champ que sont ceux des neurosciences, des sciences cognitives, de la neuroéducation, en étant aussi assez vigilant à ce qu'on appelle les neuromythes, et finalement tout ce qui est peut-être surjoué ou exagéré dans ce domaine-là. Voilà, donc à nouveau, merci à toutes et à tous. Philippe, tu prends la parole et dire un mot également. Voilà, bon, ben, d'abord, excusez-moi, j'ai eu du mal à rentrer en réunion, mais ça y est, apparemment, tout marche bien. Donc, pour les intervenants, on n'a pas pu se présenter avant entre nous, donc on va le faire là maintenant. Donc, Arnaud, tu viens de parler. Là, je vois que Christophe Clair n'est pas à l'écran, c'était prévu. Donc, les intervenants, je vais leur demander de se présenter. Je vais commencer par les dames et la ligne du bas. Donc, je donne la parole à Anne Chex. Tu vas nous dire qui tu es et la raison de ta présence ici. Alors, moi, vous m'entendez? Oui. Oui. Je m'appelle donc Anne Chex. J'ai enseigné à tous les niveaux de l'école primaire toute ma carrière. Donc, j'ai surtout, en fin de carrière, enfin, durant 25 ans, j'ai été directrice d'école maternelle avec une classe à charge à chaque fois. Et y compris, j'ai enseigné à des enfants de 2 ans. Et je suis à la retraite depuis 8 ans. Donc, je suis plus tellement dans le bain, mais quand même. Et je voulais préciser que j'ai été militante pédagogique parce que ça, c'est écrit sur, mais j'ai pas dit de quelle mouvance. Et j'ai appartenu au groupe français d'éducation nouvelle, qui est un groupe qui a plus d'un siècle, enfin, ou un siècle. Alors, je veux dire 2 mots de ce mouvement quand même. C'est un mouvement qui parie sur le fait que les dons n'existent pas, que les enfants sont tous capables et que les savoirs se construisent plus qu'ils ne se transmettent, que l'erreur est fondatrice de la réussite. La coopération et le copillage sont très importants, et ce dans un processus qu'on appelle d'auto-socio-construction de la personnalité de l'enfant. Alors, c'est des mots qui paraissent un peu barbares,
mais qui seraient à creuser. C'est des concepts qui seraient à creuser, bien sûr, mais je veux pas creuser ça pour l'instant. Mais le tout est basé sur une pédagogie de projet aux méthodes dites actives, où ni la punition ni la récompense n'ont leur place et où l'évaluation doit être au service du progrès et positive, la confiance et la joie étant les conditions de l'épanouissement de l'enfant. Alors, je vous dis tout ça parce que c'est des valeurs, mais c'est des paradigmes qui ne se décrètent pas comme ça aussi facilement que je les ai énoncés, mais ils nécessitent qu'on en fasse la preuve, et d'abord auprès des collègues, puis des parents et bien sûr des enfants, dans le cadre concret de mon métier, quoi. Et donc, à partir de ces affirmations, je pourrais bien sûr illustrer comment je me suis appuyée sur ces principes dans le cadre de mon métier pour mener mon projet, et comment j'ai conçu, disons, la coéducation ou encore l'évaluation positive. Mais voilà. Mais à mon époque, les neurosciences n'existaient pas. J'ai pas appris ça dans ma formation initiale ni continue. De toute façon, de formation continue, on n'en avait presque plus. Elle était très déliquescente. Et alors, bien sûr, ma question, j'ai aussi une question, c'est est-ce que les neurosciences vont devenir la nouvelle coqueluche ou bien un élément à prendre en compte et à intégrer et qui va éclairer la pédagogie? Voilà. Bien, je te remercie. Annick, à toi de nous raconter, de te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolée, j'ai eu une coupure d'Internet alors que ça fonctionnait toute la journée, donc je vous ai un peu perdu sur les mots d'introduction, je suis navrée. Donc du coup, je n'avais pas l'ordre en tête. Donc moi, je suis Annick Smelling, je suis professeure de psychologie sociale à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au lycée PC2S. Je travaille notamment donc dans une perspective de psychologie sociale, en psychologie sociale de l'éducation, ayant notamment travaillé sur des questions de motivation, d'autoprésentation des élèves, plus récemment sur la question justement de, on va dire, du bien-être et de l'adaptation des élèves à l'école, et avec un focus en particulier sur tout ce qui relève des différences en termes, on va dire, de groupes sociaux, et plus spécifiquement ce qu'on appelle le statut social lié au statut socio-économique. Donc comment ce type de facteur peut venir impacter de façon différenciée les élèves. Quelques études aussi chez des collégiens d'origine culturelle différente, donc un petit peu tout, enfin voilà, vraiment une approche psychosociale de l'éducation. Et puis il y a fort longtemps, j'ai eu l'occasion de faire un petit rapport pour le Conseil national d'évaluation du système scolaire sur l'évaluation notamment. Voilà. Et je vous remercie à toutes et à tous d'être là et pour l'invitation dans un peu un saut vers l'inconnu. Donc, je me réjouis des échanges. Merci. Jérôme, à ton tour. Merci bien. Alors, je commencerai moi aussi par vous remercier pour cette invitation. Moi, je suis professeur de psychologie cognitive à l'UGA, donc au LPNC, Laboratoire de psychologie et neurocognition, pardon. Et je suis en poste à l'INSPE, qui est l'Institut national supérieur du professorat d'éducation, qui a remplacé l'ESPE, qui avait remplacé l'IUFM, qui avait remplacé l'école normale. Donc, je me sens concerné par la formation initiale des enseignants, puisque c'est à ces futurs enseignants que je fais cours pour ce qui est de la partie enseignement de mon métier. J'en profite juste pour vous dire que vous allez peut-être voir mon nom de famille représenté 2 ou 3 fois, parce que merveille de la technique, on est en visio. Alors j'ai prévenu ma mère, mon frère, voilà, ils sont venus en soutien. Je leur ai dit, si vous voulez m'écouter causer dans le poste, vous pouvez venir. Alors oui, moi je m'intéresse au développement cognitif, donc au développement de la mémoire, en particulier chez les jeunes enfants. Je m'y suis intéressé à la fois chez des enfants qu'on appelle au développement typique. J'ai aussi mené des recherches chez des enfants un petit peu plus grands, déficients intellectuels, donc je suis plutôt chez des ados, porteurs de trisomie 21 par exemple. Et puis je m'intéresse depuis quelques années aux fonctions exécutives, qui sont des grandes fonctions cognitives dont
on sait maintenant, avec pas mal d'études et pas mal de recul, qu'elles soutiennent les apprentissages, c'est-à-dire qu'elles viennent favoriser à la fois l'entrée dans l'école des tout petits, mais qu'ensuite, au fur et à mesure du passage en maternelle, en élémentaire, en collège, en lycée et encore chez l'adulte, y compris chez les étudiants, ces fonctions qui sont des grandes fonctions, des fonctions de contrôle, en fait, favorisent les apprentissages. Alors, quand j'ai écouté Madame Schex, que je ne connais pas encore, mais voilà, bonjour à vous, je me suis dit chouette, ça y est, le débat est lancé, on va pouvoir discuter. Je ne sais pas si les neurosciences seront la nouvelle coqueluche. Moi, je suis en psychocognitive, alors c'est pas tout à fait neurosciences, psychocognitive, bien que ce soit, je pense, enfin, c'est assez proche, et puis j'ai la faiblesse de penser que le psychocognitive a été un peu une source d'inspiration pour les neurosciences, mais je pense qu'effectivement, ça va être intéressant qu'on échange dans une perspective un peu historique, c'est-à-dire pour replacer aussi le fait que des chercheurs en neurosciences, en sciences cognitives, en psycho, depuis des décennies et des décennies, s'intéressent aux apprentissages, à l'éducation, à l'enseignement. Et c'est vrai qu'avant, ils étaient moins visibles qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des gens depuis bien longtemps qui honnêtement, modestement, essayaient de faire avancer les choses. Voilà, merci. Oui. Jean-Pierre Chevreau, à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Merci de l'invitation aussi. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Chevreau. Je suis professeur de linguistique, en fait. Attendez, je vous ai perdu. Vous êtes toujours là. Je suis professeur de linguistique à l'UGA, dans un laboratoire qui s'appelle l'IDLEM, en fait. Donc, ce qui m'intéresse dans le langage, c'est son acquisition par l'enfant. Et je parle de l'acquisition du langage oral, et notamment dans sa diversité sociale, par le fait que des enfants qui viennent de régions qui sont de genres différents, qui sont d'origines sociales différentes, ne parlent pas tous exactement le même français, ou le même anglais ou d'autres langues encore. Et c'est la façon dont cette diversité s'inscrit dans l'acquisition de langage qui m'intéresse. Donc, il y a une diversité des pratiques linguistiques elles-mêmes, mais aussi il y a une diversité des valeurs sociales et donc des identités sociales des jeunes enfants qui sont impliqués à travers ces acquisitions de différentes variétés du même langage, en fait. Voilà. Donc, en fait, ce domaine, ça s'appelle la sociolinguistique. Et ce que je fais, c'est une sociolinguistique de l'acquisition du langage, en fait. Voilà. Sinon, je voulais juste rajouter que j'ai été professeur des écoles pendant, je crois, 14 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça. Et que aussi, j'étais dans un mouvement d'éducation qui s'appelait le mouvement Freinet, et plus exactement, une certaine tendance qui s'appelait la pédagogie institutionnelle. Et j'ai appris que cette tendance était remise au bout du jour dans la ceinture parisienne dans les conditions les plus difficiles, justement. Voilà, donc j'ai aussi une expérience de professeur des écoles, mais qui a duré une quinzaine d'années, pas une toute petite, une assez longue en fait. Après, pour le débat, on va voir ce qui va se dire. Je suis prêt à répondre aux questions. Et puis, je voulais juste remarquer qu'il n'y avait pas qu'une neuroéducation, mais il y a aussi une neuroéthique, il y a aussi une neuroéconomie, et puis il y a aussi une neuropolitique. Voilà, que le préfixe neuro, il a été accolé à toutes sortes de disciplines des sciences humaines et sociales, et que c'est aussi un fait intéressant en soi de voir comment les choses se recombinent. Merci. Bien, je te remercie. Alors, pour reprendre les choses qui ont été dites, effectivement, l'intérêt de la constitution de ce plateau d'intervenants, c'était le débat. Il se trouve que mon âge et ma fonction m'ont permis d'assister à l'évolution historique. Alors, Jérôme va parler de l'historique, c'est intéressant. Il se trouve que moi, j'étais médecin, oui, je suis à la retraite, psychiatre, mais j'ai fait une thèse en neuropsychologie dans les années 80 où effectivement toutes les données de ma thèse sont complètement battues en brèche maintenant. Hein, il a été dans les localisations, le pool des neurones qui s'épuisait avec l'âge et ça se reconstruisait jamais. Donc, ça c'est dans les années 80, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes depuis. Je pense que le terme de neurosciences n'est pas forcément bien cerné par tous les gens qui peuvent assister à notre café sciences de ce soir. Donc, il faudra peut-être préciser. Ensuite, les données actuelles, les intervenants différents représentent justement différents postes d'observation, sinon de recherche et de pratique professionnelle. Donc, c'est effectivement en termes de débat que ça se pose. Alors, qui va prendre la parole, Jérôme ou nous, pour définir ce qu'on appelle neurosciences? Parce qu'en étant neurologue, psychiatre et en fait de la neuropsycho, c'est relativement récent, les neurosciences cognitives, c'est qu'on a associé sciences et neuro. Ce sont les psychologues
qui actuellement font de la recherche en neurosciences. Ça a donné finalement un statut scientifique aux psychologues qui, dans les sciences humaines, n'en trouvaient pas, comme nous d'ailleurs en psychiatrie. Donc l'historique, j'ai assisté en 50 ans pratiquement aux différents courants qui ont traversé tout ça, puisque la neuro balbutiait dans les examens complémentaires. On a parlé, alors beaucoup les neurosciences, vous allez me démentir ou confirmer, reposent maintenant en expérimental sur l'imagerie, beaucoup sur l'imagerie du cerveau, qu'on connaissait très peu, on n'avait ni scanner ni quoi que ce soit pour en parler. Et maintenant, grâce aux explorations fonctionnelles dynamiques, on parle beaucoup dans les revues spécialisées, plus ou moins spécialisées d'ailleurs, ou de vulgarisation, l'image du cerveau, les zones qui s'activent, l'oxygène qui se consomme, les théories de l'apprentissage, les piliers, tout ça pour certains spécialistes, c'est familier pour nous. Je crois qu'il est bon de préciser pour le public que vous puissiez vraiment donner les informations actuelles sur ce que sont vraiment les neurosciences, puis les neurosciences cognitives en particulier. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour nos auditeurs. Je vous remercie. Bon, j'ai été interpellé, donc je vais peut-être commencer. Alors, je vais commencer par une frustration. Moi, je suis chercheur en psychologie cognitive, pas en neurosciences. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la psychologie cognitive, d'où elle vient. Un petit peu, je prétends pas savoir tout, bien évidemment, mais je vais vous en parler, voilà, parce que c'est mon domaine de recherche et puis d'enseignement. Mais je n'aurai pas forcément de réponse définitive et très complète sur les neurosciences. Il faut savoir que la psycho date de 1850, hein, c'était vraiment le tout premier bouquin, ça s'appelait Éléments de psychophysique. Ensuite, fin 19e est arrivée la psychanalyse, début 20e le behaviorisme avec le chien de Pavlov, la carotte et le bâton. Et puis dans les années 60, 50-60, est né le cognitivisme, alors ce qu'on appelle maintenant les sciences cognitives et qui regroupe la psycho, la linguistique aussi que Jean-Pierre représente ici, la philo, la sociologie, etc. Alors en psychologie, depuis, en fait ça fait plus d'un siècle que l'on mesure. On mesure quoi? On mesure pas forcément ce qui se passe dans le cerveau, parce que ça, c'est vraiment les neurosciences. Et vous l'avez dit, Philippe, effectivement, avec les IRM, donc la consommation d'oxygène, la consommation de glucose, etc., on voit comment les réseaux de neurones fonctionnent ensemble, hein, en synergie ou parfois en opposition. Mais en psycho, on n'en est pas là. La psychologie cognitive, c'est vraiment l'étude des processus cognitifs, donc des processus qui par nature ne sont pas visibles, l'attention, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, mais dont on se fait une idée par des mesures qu'on appelle aujourd'hui des mesures comportementales. Classiquement, je vous donne une liste de 10 mots à mémoriser, puis je regarde combien vous en mémorisez. Est-ce que vous en avez retenu autant au début de la liste, qu'au milieu de la liste, qu'en fin de liste? Et on a comme ça pléthore de résultats robustes. Alors on a aussi beaucoup de résultats qui ne sont pas si robustes que ça. On pourra peut-être en parler, hein, ça a été la crise de la réplication. Peut-être que Annick et Arnaud pourront en parler parce qu'en psycho, on s'est vraiment pris ça de plein fouet. Mais on a quand même pas mal de résultats robustes. Et en quelque sorte, on n'a pas attendu l'éclairage neuro pour avoir ces résultats. Il n'en reste pas moins que il est vrai que les rapports, enfin les relations entre neurosciences, neurologie et puis psychologie expérimentale sont aujourd'hui très féconds, et ces deux disciplines se nourrissent un peu l'une de l'autre. Alors j'en prends un exemple et puis après je passerai la parole, bien sûr. Je vous parlais d'entrée de jeu des fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions par lesquelles on se contrôle. Donc, vous avez peut-être tous vécu cette intéressante expérience de tourner autour des gâteaux apéros le samedi à 19h, puis les 19h15, 19h30, les invités tardent à arriver. Et à un moment, on n'arrive plus à se retenir. On pioche dans les gâteaux apéros. Et là, c'est ce qu'on appelle un déficit d'inhibition parce qu'on n'arrive pas à se retenir précisément. Et cette inhibition, cette fonction d'inhibition, elle est très étudiée aujourd'hui. Elle a été étudiée par Olivier Houdet, elle l'est par Grégoire Borst. Elle est un peu la star des fonctions exécutives quand on parle de neuroéducation, avec une équipe de chercheurs à la fois parisienne et normande, hein, des gens à Caen. Et en fait, cette fonction d'inhibition, c'est vrai qu'on la connaît aujourd'hui à la fois du point de vue de la psycho-expérimentale. On a aussi mis des enfants devant un chamallow en leur disant « tu n'y touches pas, je reviens dans 1 minute, si tu ne l'as pas touché, tu en auras 2. Mais si tu l'as mangé, tu n'en auras pas d'autres. » Bon, voyez, donc voilà.
Bref, donc on a ça vraiment sous l'éclairage comportemental. Et puis on a aussi un éclairage maintenant neurocognitif là-dessus, avec le fait que, en particulier, ce sont les lobes frontaux, donc vraiment l'avant du cerveau qui se développe le plus lentement et qui permet a priori les opérations cognitives les plus complexes, qui permet le fonctionnement harmonieux des fonctions exécutives. Donc c'est vrai que en l'occurrence, psychologie cognitive et neurosciences dialoguent, et le dialogue semble être fécond. Mais là, je n'ai rien dit du rôle, ou en tout cas de la diffusion de ces disciplines et de ces résultats sur les pratiques éducatives et sur l'école. Et je pense qu'on va y venir plus tard. Voilà. Je crois, pour dire simplement, tu as très bien présenté l'évolution des choses, la définition des neurosciences, finalement, c'était un petit peu en neurologie la recherche sur le fonctionnement du cerveau avec toutes les évolutions technologiques. Hein. C'est confirmation et affirmation des premières hypothèses qui étaient très localisationnistes. Hein. La bosse des maths, ça c'était 19e, c'est égal avec la théorie des bosses, les zones qui correspondaient à le cerveau gauche, le cerveau droit, enfin, nous on a grandi là-dedans, jusqu'à ce que les neurologues s'intéressent à autre chose que le traumatisme, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurologiques. C'est-à-dire c'est à travers essentiellement l'étude du langage que les zones ont commencé à être plus précises, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des connexions. Donc neurosciences au sens large, c'est l'étude du fonctionnement cérébral, qu'il soit biologique, physiologique, biologique, chimique, et la transmission, les fonctionnements, ce qu'on appelle le dialogue entre les neurones, hein, parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'il y avait une agitation permanente de transfert de communication. On parle de la mémoire et de l'oubli, et que tout ce qui est le dialogue, d'ailleurs au niveau des praticiens, le dialogue et les interactions, au niveau du cerveau, c'est la même chose. Donc on a progressé beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des neurologues et des psychologues qui sont, comme tu l'as dit, qui sont intéressés au rapport qu'il y avait entre les zones cérébrales, les manières d'apprendre, et les neurosciences dites cognitives. C'est une branche des neurosciences, mais c'est celle qui ce soir est plus interpellée, parce que dans les neurosciences, on s'intéresse à d'autres fonctionnements humains. Hein. C'est tout ce qui concerne l'anatomie cérébrale. Bon, grossièrement, oui, il y a l'avant, l'arrière, les lobes frontaux, mais tous ces circuits-là, ça peut, si on s'interroge au fonctionnement de toutes ces zones, c'est très anatomique, c'est pas forcément l'objet de ce soir, mais les neurosciences, c'est simplement deux mots qui ont été accolés. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont les neurologues qui sont intéressés de plus près au fonctionnement des synapses, quand on a connu la microanatomie, finalement. Parce qu'au début, les neurologues, ils s'occupaient des grandes maladies, dont la sclérose en plaques, les accidents vasculaires cérébraux, mais le langage, l'apprentissage, la lecture, tout ça, c'était... Il y avait que peu d'ailleurs, parce que ma thèse là-dessus, ça n'intéressait pas vraiment, pour tout dire. Hein. Il y avait le lésionnel, qu'est-ce qui marche pas, mais la paraplégie, la paralysie intéressait plus que tout ça. Donc ça a été plus les orthophonistes, plus tous ces praticiens paramédicaux qui ont fait avancer les connaissances sur le fonctionnement, l'engramme, l'information. Et maintenant, ce que tu disais très bien, les comportements, parce que aussi toute cette machinerie. Donc pour ce soir, c'est centré. Je pense que Arnaud pourrait compléter, c'est-à-dire neurosciences, c'est au sens large, et le cognitif, c'est ce que tu as très bien dit, c'est l'utilisation de ces connaissances-là sur ce qui fait ce qu'on appelait les fonctions instrumentales. Hein, parce que le cerveau, on savait sensibilité, motricité, les deux zones, ce qui rentre, ce qui sort, mais ça, c'est depuis l'école primaire avec la rétraction de la patte de la grenouille. Maintenant, ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, c'est-à-dire le langage essentiellement, et puis les praxis, c'est-à-dire les gestes, l'exécution. Donc voilà, je crois que sur le plan anatomique, les ponts sont là. Neurosciences, c'est un grand mot. Et l'utilisation dans chaque champ nécessite, bien sûr, la collaboration, parce que d'ailleurs, tous ceux, tu as cité ceux qui ont écrit les bouquins intrinsèques actuels, ou des autres, la question des comités, mais sur les modes d'apprentissage, mais sur le terrain, c'est bien vous tous ici qui représentez de ça dans l'apprentissage. Alors les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est déjà au point, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Question qui a été posée là, je vois sur le chat, est-ce que c'est déjà en place dans l'éducation nationale? Bon, il y a une commission nationale, on le sait, hein, il y a De Baen qui a écrit ce livre, on voit qu'il y a une référence un petit peu sur les piliers de l'apprentissage, l'idée de qui font les livres sur le sujet sont à la rédaction. Donc, il y a une recherche sur l'utilité dans l'éducation nationale pour les apprentissages. Des neurologues et des enseignants. C'est pour ça que des sociologues sont aussi là pour voir ce qu'il en est du bain apprentissage, parce qu'il y a ce qui entre
Puis les motivations, parce qu'il y a une question qui est là, je crois, qui fait carrefour avec les éducateurs, les pédagogues, les enseignants, les experts psycho, les psycho-experts. C'est ce qu'il en est de la motivation aussi, hein, de l'élève. Donc, ça, les circuits de la motivation, c'est notre domaine, la récompense et tout ça. Donc, c'est l'essentiel, c'est tous ceux qui participent là, puis débattent de chacun pour sa partie. Et s'il y a besoin de plus de notions de neurologie pure, je veux bien être le neuro de service, mais voilà, c'est très à la demande de participants. Ce que vous dites est largement suffisant pour le débat qu'on a mené, je pense. Rajouter quelque chose. Pardon, merci Philippe. Je voulais dire non. Tu m'as aussi rapidement interpellé, Philippe, et je te laisse très très volontiers la parole, Jean-Pierre, juste après. Une réponse qui m'apparaît de mes lectures encore assez récentes, mais aussi d'un avis personnel qui fait un peu écho à ce qu'on a dit précédemment, c'est que se pose quand même la question à certains moments d'effets de mode, de boîte à outils magique sur laquelle on mise un grand nombre, on fait reposer un grand nombre d'espoirs. Pour faire un peu à l'image de ce que tu as fait, Philippe, mais un tout petit pas de côté par rapport à l'école, mais pour revenir peut-être mieux y revenir après. Dans mon domaine qui est celui de la psychologie et au départ celui de la neuropsychologie, ce qu'on a pu voir très souvent, c'est que quand on parle de neurosciences, d'une neuropsychologie, c'est en fait de la psychologie en tant que telle, puisque le psychologue a quand même un certain nombre de connaissances, de techniques et outils qui lui sont propres, qui ne sont pas les mêmes que ceux du neurologue, du neurobiologiste, etc., etc. Et que c'est au final une grande galaxie dont, par exemple, les psychologues, et dans le cas qu'on évoque ce soir aussi, je pense, l'école, peuvent s'inspirer comme des éléments qui participent à modéliser, à comprendre, mais dont parfois on voit aussi quelque chose d'un peu trop large en termes d'appropriation, des raccourcis aussi un peu exagérés qui sont faits. Quand je vous disais que je fais une forme de parallèle avec la psychologie, en fait, qu'on devrait appeler de manière très formelle la neuropsychologie clinique spécialisée en neuropsychologie, ce sont des neuropsychologues cliniciens qui travaillent avec des entretiens, qui travaillent avec des tests psychométriques, qui travaillent avec des questionnaires, qui travaillent effectivement avec l'observation la plus écologique possible des personnes et des personnes en situation de santé compliquée, dans les champs larges que peuvent être ceux de la psychiatrie, de la neurologie et même au-delà, mais qui le font bel et bien en tant que psychologues. C'est-à-dire que les neuropsychologues n'ont pas, pour ceux et ceux qui sont installés en libéral, n'ont pas tous le matériel d'électrophysiologie, encore moins une IRM dans la boutique, vous l'imaginez bien. Et d'ailleurs, même ceux qui sont dans des lieux de travail les plus proches où il y a ces plateaux techniques ne les utilisent pas forcément au quotidien. Ils en connaissent un peu les grandes lignes. Pour certains s'y spécialisent, mais en fait, neuro est un bien grand mot. Et je suis désolé parce que je ne retrouve pas la référence exacte, mais je crois, alors peut-être Jérôme, tu as la référence plus en tête que moi, mais je crois que c'était ce qu'avait écrit à une époque Nicole Fiori, qui était une professeure maintenant retraitée de neurosciences, et qui, je crois que c'est à Nicole qu'on le doit, cette tentative de démêler neurosciences, neurobiologie, psychobiologie et la cognition dans tout ça, etc., pour au final dire qu'il y a peut-être aussi un phénomène un peu de psychologie française par rapport à ça, parce qu'à l'international, on aurait peut-être une plus grande facilité à se retrouver derrière les psychological science, voilà, ou les sciences du comportement de manière large, sans ajouer de sous-catégories, de sous-étiquettes, et plus raisonner peut-être sur un objet d'étude sur lequel peuvent converger un panel de disciplines assez large, mais du coup peut-être aussi dépassionner cet aspect neuro quelque chose, un peu comme l'a dit Jean-Pierre, parce qu'on peut vite jouer à une déclinaison très longue jusqu'à effectivement neuroéthique, voire neuropolitique et ainsi de suite. Voilà, donc, et je l'entends aussi pour certains qui ont pu voir à un moment dans l'actualité d'un mauvais œil une approche très cognitive et très neuroscientifiquement guidée de l'école. Bien évidemment, il ne s'agit pas de dire maintenant
on fera les examens de passage sur la base d'une imagerie cérébrale, et fort heureusement. Déjà, ça poserait des questions d'éthique ou de neuroéthique, tu nous diras Jean-Pierre, mais ça pose aussi tout simplement la question de la validité de tout ça, puisque je crois que très souvent, on fait dire au cerveau plus que ce qu'il nous dit. Hein, d'où aussi les neuromythes auxquels il faut être particulièrement vigilant. Voilà ce que je voulais apporter de mon côté. Jean-Pierre? Je voulais juste, excuse-moi, c'est pas une réponse directe pour toi Arnaud, c'est une réponse à quelqu'un qui posait la question, je pense que c'est Gérard Carlati, au vu de l'évolution des connaissances sur l'apprentissage, quel état de mise en place au sein de l'éducation nationale. Finalement, on a appris des choses, parce que la façon de poser la question, en fait, elle est intéressante parce qu'elle suppose qu'il y a eu des connaissances assez récentes, je ne sais pas si c'est ce que voulait dire l'auteur, d'ailleurs il pourrait intervenir pour le dire lui-même, qu'il y a eu des connaissances assez nouvelles sur le cerveau et l'apprentissage, et puis que maintenant on va les mettre en place dans l'éducation nationale. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr que ça se passe comme ça, vraiment. En fait, il y a longtemps que les études sur la cognition, elles ont laissé des traces dans les méthodes. Par exemple, si on reprend l'historique des méthodes de lecture, en fait, c'est parce qu'il y a une psychologie cognitive de la lecture qu'on a mis en évidence que pour apprendre à lire dans une méthode, dans une écriture alphabétique comme celle du français, il fallait passer par les correspondances entre lettres et sons. Autrement dit, si on fournit pas à l'élève les correspondances entre lettres et sons, l'élève les trouve tout seul, il va les trouver tout seul. Et donc après, on arrive sur des questions de différence, par exemple, entre des milieux sociaux, des élèves qui sont aidés sur ce point de vue-là à la maison, et puis d'autres qui ne le sont pas. Et du coup, ce mécanisme de la lecture dans une écriture alphabétique qui marche très précocement, mais après ça peut changer par les correspondances entre lettres et sons, ça c'est quelque chose qui est arrivé de la psychocognitive vers l'école dans les années, allez, je dirais 90 finalement, je sais pas, quelque chose comme ça, autour des années 90, et qui finalement a, disons-le carrément, a falsifié les méthodes entièrement globales. A dit qu'on ne pouvait pas apprendre à lire à des enfants dans une écriture alphabétique avec des méthodes qui étaient entièrement globales. Donc il y a bien longtemps finalement qu'il y a des échanges entre le domaine de la cognition et le domaine de l'école en fait. Du coup, moi la question que je voudrais poser, il y a longtemps aussi qu'on connaît des choses que la psychologie cognitive nous enseigne quels sont les mécanismes d'apprentissage et que finalement l'école prend aussi en partie en compte ces mécanismes d'apprentissage. Par exemple, l'apprentissage exemplaire, qui est un mode d'apprentissage qu'à l'école on appelle imprégnation, mais qu'on peut théoriser à l'aide de l'apprentissage à partir d'exemples. Voilà. Du coup, la question que je me pose en fait, c'est dans la neuroéducation, dans ce mouvement de la neuroéducation, qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à des échanges entre psychologie cognitive et méthodes en éducation qui existent depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Voilà. C'est une question, je ne suis pas psychologue de la cognition, donc je ne peux pas y répondre, je ne suis pas non plus neuroscientifique, mais c'est une façon aussi de lancer le débat tout en répondant à la question de Gérard Carlati. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre. Est-ce que ça me semble vous avoir vu réagir Anne et Jérôme? Oui, c'est sur. Je peux parler, oui, sur l'apprentissage de la lecture et tout ça. J'ai cru comprendre que le ministre, sous prétexte de neurosciences justement, valide la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture là. Et qui est quand même loin d'être, et je vois que c'est ce qui se pratique actuellement depuis déjà fort longtemps dans l'école, et en bannissant complètement toutes les recherches de l'ICEM, justement, Jean-Pierre Chevreau, puisque tu as travaillé avec la méthode Freinet, c'était pas du tout ça, c'était la méthode naturelle, les méthodes mixtes, les méthodes, enfin bref, quand même, où on est, enfin je sais pas, où le langage est beaucoup mieux étudié que simplement par la méthode syllabique. Et c'est comme maintenant c'est comme une invective, c'est comme quelque chose que tout le monde doit suivre. Et je vois pas, ça m'offusque un peu parce que pour avoir fait des ateliers de lecture et pour avoir appris à lire aux enfants, c'est vraiment pas la bonne méthode, quoi. Donc je vois pas en quoi les neurosciences
valide ça. Anne, peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit et faire aussi peut-être le pont avec un point essentiel qu'a présenté Jérôme, le concernant, qu'il est en charge finalement, est intéressé et en charge de la formation et de la recherche des enseignants, puisqu'il est directeur adjoint en charge de la recherche à l'INSPE. Est-ce qu'on peut aussi poser la question à Jérôme, donc Jérôme, je te la pose, de savoir par exemple comment aujourd'hui se traduisent toutes les avancées en sciences et particulièrement en neurosciences dans la formation des enseignants. Il me semble que c'est un peu ce qui se dessine dans certains commentaires et ça fait aussi écho à des choses qu'on a pu entendre par ailleurs. C'est parfois une remarque que l'arrivée dans la formation initiale, elle n'est pas simple, hein, l'arrivée des avancées en recherche. Est-ce que c'est plus une question de formation continue? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que rappelle Anne fait que peut-être par guidage ministériel, il y a une orientation plus forte, plus claire qui est donnée? Si tu es encore avec nous, Jérôme, parce que je ne te vois plus. Ah. Il n'y a pas de micro. Ah, je vous ai fait le coup de « Oui, la question qui gêne, je m'enfuis ». Mais en fait, c'était pas ça. Je n'en crois rien, Jérôme. J'ai galéré avec ce réseau. Donc, tu m'as interpellé en me disant « Mais quid de l'intégration des résultats des neurosciences dans la formation des enseignants ?» C'était ça? Oui. Bon, je vais essayer de répondre en 3 minutes, parce que je ne veux pas monopoliser la conversation. Il faut savoir que l'INSPE est une composante de formation, hein, comme plein d'autres composantes à l'université, mais elle a une spécificité, cette composante, c'est que on a dans notre cahier des charges, le fait d'intégrer la recherche dans la formation des enseignants, enfin des futurs enseignants, pour en particulier leur permettre de comprendre comment ils peuvent intégrer des résultats de recherche dans leur pratique. Alors, on le fait en fait depuis longtemps. C'est un peu ce que je rappelais, puis effectivement, ça a été redit par plusieurs personnes. Je crois qu'il faut faire la différence entre le travail que font les chercheurs avec leurs outils, à la fois leur théorie puis leur méthode, et puis leurs intérêts, évidemment, leur goût pour tel ou tel sujet. Il faut faire la différence entre ça et puis une passion ou un mouvement qui peut paraître un mouvement de mode et sur lequel moi j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Je voudrais juste rappeler que Stanislas Dehaene, avant d'être responsable du conseil scientifique du ministre, est un très grand scientifique. Il est reconnu à l'international depuis longtemps. C'est un des plus grands chercheurs français en psycho et neurosciences. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc, c'est pas non plus un hasard. Alors, peut-être que parfois, il y a des raccourcis qui sont pris. Ce que je voudrais dire, c'est que les raccourcis ne sont pas forcément... Enfin, on ne sait pas trop d'où ils viennent, quoi. C'est peut-être le fait de certains chercheurs, mais pas toujours. Bon, bref. Mais je suis complètement d'accord avec la nécessité de faire un peu, de mettre un peu les choses à plat et de prendre le temps de discuter de ce point de vue-là. Anne, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah ben tiens, c'est la nouvelle marotte de telle ou telle personne qui soit, quel que soit son degré dans la hiérarchie, mais c'est sa nouvelle marotte, donc il faut qu'on s'y mette tous. » Non, je pense que, je ne sais plus si c'est Jean-Pierre qui l'a rappelé, mais moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'entendais de temps en temps aux infos, ah tiens, ça y est, ils sont encore descendus dans la rue, et les gens se sont tapés dessus pour savoir quelle méthode de lecture il faut appliquer. Et en fait, je pense que si on ne le voit plus trop aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études de psychologie expérimentale qui se sont accumulées et dont les résultats nous permettent de dire aujourd'hui, oui, il semble que étude après étude, on ait réussi à montrer pour la lecture, mais je ne suis pas spécialiste de lecture, donc j'y vais avec prudence, mais il y a beaucoup de résultats qui semblent montrer qu'effectivement la méthode syllabique est celle qui permet de prendre le moins de risques avec l'apprentissage de la lecture pour un maximum d'enfants, un maximum d'élèves. Bon. Alors moi, je vais quand même revenir un petit peu sur ce qu'on fait à l'INSPE. Qu'est-ce qu'on fait? On leur parle de la recherche. Moi, je fais venir des chercheurs pour faire des conférences et à chaque fois, je leur dis attention, ce sont des futurs enseignants. Ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément que vous compariez 3 modèles théoriques, c'est que vous leur disiez
voilà le modèle théorique qui me semble intéressant et voilà comment peut-être vous pourriez vous en emparer dans votre pratique. Et en fait, ça pose la question de ce qu'on appelle le courant Evidence-Based Education, donc l'éducation fondée sur les preuves. Alors, je sais que ça va hérisser peut-être certaines personnes, mais il faut qu'on en parle. Je vous recommande d'ailleurs à ce sujet, peut-être que j'aurai le temps de mettre le lien dans le chat tout à l'heure, une conférence qui a été donnée par Édouard Jantaz, qui est prof à Genève et qui est un ancien grenoblois, sur Evidence-Based Education, qui est issu de l'Evidence-Based Medicine. En fait, ça veut dire quoi, Evidence-Based Education? Ça veut dire se fonder à la fois sur les résultats de la recherche et à la fois sur les savoirs d'expérience des enseignants de terrain pour essayer de composer entre justement les résultats de la recherche et les contraintes de la classe et ce que les enseignants savent faire avec leur expérience en termes de gestion de classe, de gestion de l'hétérogénéité, d'évaluation, de production de séquences pédagogiques, composer avec les deux pour, au final, essayer de trouver les méthodes, les séquences, les cours qui vont être les plus efficaces. Et ce qu'on a fait nous à Grenoble, alors peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être pas encore parce qu'on est au tout début et on va commencer à lancer la communication, c'est qu'on a été financé pour un pôle qui s'appelle le pôle Pégase, qui est un pôle de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation. Là, on a reçu une belle somme de la Caisse des dépôts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement essayer de faire travailler encore plus ensemble les chercheurs, les enseignants de terrain et les formateurs d'enseignants pour, au final, viser quoi? Viser un objectif ultime qui est la réduction des inégalités. Enfin, contribuer du mieux qu'on peut et avec modestie à la réduction des inégalités scolaires. Mais c'est important et de toute façon, si notre conviction dans Pégase, et la mienne, et puis celle d'un certain nombre de collègues, et Jean-Pierre a participé à la construction de Pégase, hein. D'ailleurs, voilà, je le remercie publiquement. Notre conviction, c'est qu'il n'y a que par le travail collaboratif entre ces trois acteurs qu'on va réussir à avancer vers la réduction des inégalités. Alors, pour la formation, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va former les étudiants encore plus en faisant venir des chercheurs, mais aussi en envoyant les chercheurs dans ce qu'on appelle des éduclabs, qui sont des salles dans des écoles ou des collèges ou des lycées que l'on va équiper et dans lesquels on va essayer d'envoyer les chercheurs pour travailler avec les enseignants et les formateurs. Donc voilà, c'est un défi immense, en même temps c'est un défi passionnant. On n'a pas trouvé les réponses, loin s'en faut, mais on a avec ce pôle quelques années, on a une dizaine d'années pour tester des choses et voir ce que ça donne. Et je terminerai juste en disant que ce pôle, on l'a vraiment conçu entre chercheurs d'une part et personnel du rectorat d'autre part, des inspecteurs premier, second degré. Et maintenant, on met dans la boucle des chefs d'établissement, des IEN, des IENA, les DAZEN, des conseillers pédagogiques, bref, tout un monde que personnellement je ne connaissais pas bien jusqu'il y a 2 ans et auquel j'ai dû me former. Et voilà, même quand on est universitaire, petit à petit, on arrive à se former, à comprendre comment l'école fonctionne. Et je crois que c'est important qu'il y ait des rapprochements qui soient faits comme ça. Voilà. Merci beaucoup. J'avais levé ma petite main juste pour faire un lien avec une question de Bernard Chardonnel, qui parlait d'humour après l'intervention d'Anne Schex, disant qu'il était parfaitement d'accord. N'oublions pas qu'aucune méthode de lecture n'a empêché un enfant d'apprendre à lire. J'ai pensé, j'étais en sociologie en 2009, et bon, il se trouve que les Grenoblois, pardon, je suis pas de fac, mais ça, c'était à Chambéry. Les sociologues de Chambéry, le prof nous disait qu'il y avait eu une enquête, mais à propos des méthodes de lecture, mais qui datait, hein, puisque ça, c'était en 2009, quand il a cité l'anecdote. Ils en avaient dépouillé les enquêtes méthodologiques, hein, de ce que on connaît, enfin, on connaît pas dans sociologie, les panels d'études, qu'ils en avaient conclu que la meilleure méthode d'apprentissage de la lecture, c'était celle avec laquelle l'enseignant se sentait le plus à l'aise. Donc ça, c'est la note de pratique des choses, enseignement, par rapport à des expériences vécues. C'était, voilà, parce que maintenant, ce qui semble, c'est qu'on valide plus telle méthode que telle autre dans la construction. Et je trouve qu'en termes de neuropsychologie, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Arnaud et Graham sur l'évolution, c'est qu'au départ, dans les années 80, il n'y avait de neuropsychologues que très peu et que dans les services hospitaliers de CHU de neuro. Ça n'intéressait absolument personne. Donc, de tout ce qui se découvre maintenant sur les terrains, il y a la relation et l'enseignement et les méthodes validées expérimentales internationales. Mais cette question de l'apprentissage de la lecture, maintenant,
il y a des choses sur quel panel, sur quel nombre d'enfants. C'est pour ça que j'ignore totalement. Est-ce que les études récentes, qu'est-ce qui valide telle méthode ou telle autre pour faire penser que là, il y a des… Parce que j'ai toujours, à mon âge, entendu parler de ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. On a eu, bon, quand on était petit, il y a eu la globale, la semi-globale. C'est très complexe. Ce qu'on voit maintenant, alors là, je me fais un peu porteur de beaucoup de réflexions, c'est on dit que les étudiants, les élèves, de plus en plus savent pas lire, même en terminale, qu'est-ce que c'est lire, qu'est-ce que c'est pas lire. Alors est-ce que dans toutes ces générations, une même méthode a duré montrant ses limites et maintenant on aurait une qui soit validée internationalement comme la meilleure? Je vous questionne parce que moi, ça me laisse très songeur la certitude là-dessus. Si tous les travaux montrent qu'à cette époque, on disait, parce qu'il y avait beaucoup de contestations et des enseignants aussi étaient très divisés. Les orthophonistes rattrapaient un peu parce qu'ils avaient dans leur cabinet une autonomie de fonctionnement qui était très différente, où finalement ils faisaient du rattrapage scolaire avec leur méthode à eux et ils n'étaient pas, c'était pas validé scientifiquement du tout à l'époque. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment quand vous parlez d'études, là je pense, Jean-Pierre, ou si vous avez travaillé là-dessus, et des études qui montrent que l'evidence-based, American Translation, on est sûr que maintenant on a la méthode qui va permettre de mieux apprendre à lire. Longtemps, Jérôme, tu veux répondre? Je réponds? Ouais. Je te laisse volontiers répondre, Jean-Pierre, parce qu'à mon avis, tu seras plus spécialiste que moi sur la lecture. C'est une lecture à un moment où je me suis intéressé parce que j'ai été pris dans les débats aussi auxquels Anne faisait allusion, notamment avec la méthode naturelle de lecture, qui était vraiment préconisée dans le mouvement de ceux qui partageaient les idées de Freinet, en fait. Et en fait, ce qui est dit exactement, c'est pas qu'il y a une seule méthode qui est possible. Ce qui est dit, c'est que lorsque l'enfant apprend une écriture alphabétique, il y a un moment où il passe par les correspondances entre lettres et sons. Voilà. Et que si on l'aide pas à le faire, pour écrire et pour lire. Et que si on l'aide pas à le faire, il faut qu'il le découvre tout seul. En gros, c'est très simple. Voilà. Du coup, si on a une méthode qui fait complètement l'impasse sur on veut dire, sur le fait de faire découvrir à l'enfant, de lui apprendre, de lui donner des informations sur les correspondances entre les lettres et les sons, eh bien, on ralentit l'apprentissage pour ceux qui n'ont plus compensation ailleurs. C'est juste ça qui est dit. Donc, finalement, ça ne cible pas sur une méthode à une seule, mais ça dit qu'une méthode doit intégrer un moment, un passage par l'apprentissage des correspondances entre lettres et sons. Et peut-être bien que ça, qui est un message assez soft, finalement, ça a été un petit peu j'ai l'impression que les messages qui sont venus de la part de N, en fait, étaient beaucoup plus catégoriques que ça, en fait. C'était bien plus catégorisé que ça. Bon, que le message pouvait sembler peut-être un peu politique, en tout cas piloté par des options politiques. Voilà, c'est ce qui a pu déranger beaucoup les enseignants. Il y a un autre aspect aussi sur lequel je voulais venir dans cet aspect du cerveau à l'école, en fait. Puisque finalement c'est souvent résumé à ça, comment est-ce qu'on prend en compte le cerveau à l'école, c'est qu'en fait en prenant en compte en se centrant, en se focalisant sur l'idée du cerveau à l'école, on oublie un peu le niveau collectif le niveau des appartenances identitaires de l'enfant, en fait. Il y avait une collègue sociolinguiste américaine qui m'avait posé une fois une question en me disant est-ce que tu sais pourquoi les jeunes noirs des quartiers difficiles américains, ils n'apprennent pas à parler le même anglais que leurs proches blancs? Pourquoi? Ils parlent ce qu'on appelle l'African American English, qui est la variété d'anglais parlée par les noirs aux États-Unis, et pas le mainstream American English, qui est celui qui est parlé plutôt par les blancs, en fait. Et en fait, la réponse qu'elle m'avait donnée, c'est parce qu'ils s'identifient pas à leurs proches blancs. Simplement, ils s'identifient pas à leurs proches blancs. Et quand on se demande en fait pourquoi alors c'est pas un problème que les jeunes noirs des États-Unis parlent une variété d'anglais qui est celle de leur communauté et qui est pas exactement celui des blancs. Le problème c'est que cet anglais-là est intéressant parce que c'est celui qui est parlé dans l'école américaine, enfin l'anglais mainstream, à l'école américaine, dans l'université américaine. Et du coup on voit que ce qui fait que les jeunes noirs des États-Unis n'apprennent pas l'anglais parlé par leurs profs blancs, c'est tout simplement parce qu'ils ne se voient pas comme appartenir au même groupe social de façon identitaire à leurs professeurs. Voilà. Du coup, il y a une dimension ici qui est une dimension collective de l'apprentissage et identitaire qui est reliée aux groupes sociaux auxquels on appartient et donc qui peut fournir de la motivation
effectivement, ou au contraire diminuer la motivation. Et il me semble que c'est quelque chose, si on se centre sur l'idée que ce qui est présent à l'école, c'est un cerveau qui doit être traité d'une certaine façon pour que l'apprentissage se passe mieux, si on se centre uniquement là-dessus, on rate cet aspect collectif. Personnellement, c'est ce qui me dérange le plus dans ce mouvement pour la neuroéducation. Alors, je pense que en disant ça, il me semble que je lance une autre partie du débat et que peut-être que Annick aura quelque chose à répondre à la question puisque ça fait partie de ces thèmes de recherche en fait. La transition est toute trouvée, elle allait arriver, mais on en vient à une question cruciale qui est celle en fait des contextes. Et qui m'évoque aussi, en lien avec ce que vous avez pu dire les uns et les autres sur, voilà, il y a des études qui peuvent montrer ceci ou cela. Ce n'est pas le cas de toutes, on ne va pas généraliser, on ne va pas reproduire des biais qu'on voudrait parfois dénoncer, mais n'oublions pas que les études, dans un contexte expérimental, peuvent souffrir d'une forme de réductionnisme. Voilà, Jérôme tout à l'heure parlait d'apprentissage, de liste d'apprentissage de mots pour voir comment on fait l'apprentissage, comment on encode, comment on manipule, comment on restitue l'information. Maintenant, on se doute bien qu'entre faire ça, entre 4 murs blancs standardisés avec une seule et même personne sans être dérangé par différents facteurs environnementaux, versus être dans une classe avec tout ce que ça peut impliquer comme vie, ça peut expliquer parfois cet écart entre la théorie du laboratoire et la pratique. Et je crois qu'on ne peut que saluer le fait de rapprocher le terrain et le laboratoire à travers le pôle Pégase que Jérôme nous a présenté. Et donc, du coup, Annick, sur les éléments de contexte, sur les éléments en fait beaucoup plus incarnés, contextualisés, beaucoup plus chauds dans les apprentissages, je crois que là, on attend un certain nombre d'éclairages de ta part. Merci de me donner la parole. Merci aussi, Jérôme, pour le lien pour l'éducation basée sur la preuve. On l'utilise aussi beaucoup dans le domaine de la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, où il y a effectivement tout ce mouvement aussi pour travailler sur la santé basée sur la preuve ou sur les données probantes. Donc effectivement, ça a énormément de sens et c'est effectivement, comme tu l'as bien rappelé, c'est justement faire la jonction entre ce qu'ont à nous apprendre les professionnels de terrain et ce que vice-versa les chercheurs peuvent amener sur le terrain et essayer de finalement faire en sorte que les meilleures pratiques sortent de cette interaction-là. Et c'est vrai que Pégase a un rôle important à jouer là-dedans et on espère qu'il sera quand même un petit peu probant au fur et à mesure des années de développement et d'expérimentation de ce projet dont on attend beaucoup. Maintenant, sur la question du contexte, forcément, alors moi, sur les débats, sur la lecture, quelle méthode, etc., je me prononcerai absolument pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'un élève, c'est pas, entre guillemets, juste un individu à qui on apprend, on va dire, des choses très cognitives, que ce soit d'ailleurs la lecture ou le calcul, etc. C'est un individu à part entière inséré dans un contexte social. C'est un individu qui vient avec ses appartenances catégorielles, c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui dans l'école de la République, être un élève qui vient de tel milieu ou avec tel background social et culturel, eh bien ça va forcément façonner la façon dont on va s'identifier à l'école et l'exemple de Jean-Pierre sur les jeunes afro-américains, effectivement dans les travaux qu'on a pu mener avec des collégiens d'origine culturelle diverse, en fait on a trouvé essentiellement des travaux sur les États-Unis qu'on a essayé de transposer du mieux possible au contexte français qui est évidemment différent, avec des normes différentes, avec une structuration on va dire de l'éducation qui est très différente aussi. Donc mais oublier tous ces aspects socioculturels dans la question de l'apprentissage, eh bien, ça serait certainement un peu réducteur et on passerait à côté de beaucoup d'éléments. La question de l'identité et est-ce que moi, en tant qu'élève qui vient on va dire
d'un contexte culturel un petit peu différent, est-ce que je m'identifie finalement aux normes et aux valeurs qui sont transmises ou qui sont on va dire imposées, c'est peut-être pas le bon terme parce que c'est pas quelque chose qui est volontaire, c'est pas quelque chose qui est nécessairement conscientisé, mais en tout cas une classe, une école, c'est pas un contexte qui est neutre, c'est un contexte où il y a certaines normes qui prévalent. Un élève, on a quasiment un schéma entre guillemets de ce que doit faire un élève dans une classe. Sauf que ce type de schéma-là, en fonction de qui on est, d'où on vient, va pas forcément coller avec ce dont on a l'habitude à la maison. Et c'est pas quelque chose qui est bien, qui est pas bien, mais c'est cette question de qu'on appelle souvent un mismatch dans la littérature, donc quelque chose qui est décalé au niveau normatif, au niveau culturel, qui fait que on va dire avoir un cadre unique pour tous les élèves, c'est quelque chose qui on va dire d'avance, on peut savoir, va être voué à l'échec parce qu'il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en compte. Et sans même parler de l'impact que ça peut avoir sur la motivation, mais purement d'un point de vue identitaire, à l'adhésion aux normes, adhésion aux attentes qu'il peut y avoir pour les élèves qui finalement sont assez standardisés, effectivement, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Il y a d'ailleurs des articles très récents qui disent finalement la méthode expérimentale en tant que méthode et en tant que modèle, en fait, c'est une façon qui est nécessairement réductionniste parce que c'est bien sa force aussi, mais ça a aussi des limites parce que finalement on peut être amené à étudier des choses qui n'ont aucune valeur écologique, c'est-à-dire que voilà, l'exemple a été donné sur la liste de mots. Ok, une fois qu'on sait ça, est-ce que pour autant c'est quelque chose qui prend réellement en compte on va dire les contraintes, les spécificités des différents terrains auxquels ils s'intègrent. Donc il y a un peu on va dire cet enjeu de la recherche translationnelle. En psychologie, on se base effectivement de façon un petit peu privilégiée sur des résultats issus en tout cas collectée via la méthode expérimentale, mais elle est de plus en plus, on va dire, discutée, justement pour peut-être sa difficulté, mais elle n'a pas été faite pour ça, parce que justement c'est pour contrôler tous les autres facteurs sources de variation. Donc je veux dire, c'est pas un problème avec la méthode elle-même, c'est encore une fois ce qu'on peut en faire dire et à quel point on peut généraliser finalement au-delà des conclusions de l'étude spécifique et relativement contrôlée justement qu'on a menée, à quel point ça s'applique dans un vrai contexte scolaire, dans une vraie classe avec des vrais élèves qui sont issus de milieux différents, avec un enseignant, une enseignante qui va avoir on va dire ses propres méthodes, son propre background aussi. Donc, on est face à un paradoxe qui n'en est pas vraiment, mais qu'il va falloir qu'on arrive à gérer dans une logique evidence-based, et moi j'ai envie de rajouter translationnelle. Merci beaucoup. Je crois que je ne sais pas si on en aura la trace à un moment parce qu'il y a des icônes qui s'affichent ici et là, de petites mains qui applaudissent ou de petits pouces levés. Donc, je crois que le discours que tu viens de porter aussi sur ces éléments-là en lien avec le contexte est vraiment entendu. Alexandre, tu lèves la main. Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Oui, bonsoir. Oui, j'aurais souhaité rebondir sur ce que vous disiez qui était très intéressant, même si j'en comprends pas toutes les nuances, mais justement, ça a l'air très complexe de devoir d'un côté distinguer toutes les spécificités des élèves et de l'autre côté de pouvoir le généraliser. Je reviens un peu sur comment on pourrait faire une école générale et tout en même temps étant spécifique. Est-ce qu'on risque pas de basculer sur des écoles qui vont être peut-être dédiées à ceux qui vont faire une école un peu, enfin, de faire différentes écoles du coup de les classifier. Enfin, comment faire en sorte que l'école soit plus juste, tout en, enfin voilà, on veut que l'école soit égale. Je prends le cliché par exemple de l'enfant de la maîtresse qui est toujours le meilleur ou la fille de la maîtresse. On sait bien que c'est parce que
voilà, enfin, il y a au-delà de l'enseignement qui peut être qui est à l'école, il y a tout l'aspect familial qui est derrière et qui joue également un rôle. Comment faire en sorte voilà, quelle est la solution, j'allais dire. Je vais peut-être arrêter de parler et laisser la parole, ce sera plus simple. Quelle solution? Moi, je peux donner 2-3 éléments de réponse rapide, mais je ne veux couper la parole à personne. Je pense que ce que vous soulevez là, c'est le défi de l'école inclusive, donc c'est-à-dire une école qui permette à tout élève d'apprendre en rendant les connaissances accessibles à tous en amont, sans se dire on va formater des connaissances et ensuite on les adapte, mais en les construisant, en tout cas les connaissances, enfin en les construisant. Bon, je fais attention à ce que je dis parce qu'entre le courant constructiviste en éducation, héritier de Piaget, le courant d'enseignement explicite qui est apparu il y a une quinzaine d'années en France, alors qu'il était plus vieux ailleurs, bon, c'est assez compliqué. En tout cas, pour ce qui est de l'école inclusive, c'est un peu le rêve de l'école inclusive que de rendre les connaissances accessibles à tous, quelles que soient les limites, les contraintes de type linguistique, de type raisonnement abstrait, de type cognitif, etc. Alors, on n'y est pas encore, hein, bien entendu, mais il y a vraiment des gens qui travaillent dessus. Dans la formation initiale des enseignants, pour revenir à ça, dans tous les INSPE de France, les futurs enseignants ont une formation assez poussée sur l'école inclusive. Il y a des groupes de travail sur l'école inclusive. Il y a l'homologue du pôle Pégase, qui est le pôle qui s'appelle 100% inclusion à Amiens, donc dans le nord de la France, là, et eux ont vraiment mis l'accent avec la même démarche de collaboration recherche-terrain sur l'école inclusive et donc le fait de permettre à tous, au final, d'acquérir les mêmes connaissances. Ce qui est un peu, ce qui est un idéal, ce qui est probablement un idéal nécessaire, parce que je ne sais plus qui disait, quand on veut atteindre les étoiles, il faut viser la Lune, ou le contraire, et au moins si on n'en atteint pas le plus lointain, on atteindra au moins celui qui est avant, mais ce sera déjà pas mal. C'est un idéal nécessaire, je pense. Je ne suis pas sûr que ce soit réaliste de permettre à tous les élèves d'accéder à toutes les connaissances. Alors, je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça, mais au contraire, je suis même assez persuadé qu'on n'arrivera pas tous à avoir les mêmes niveaux de connaissances. Je ne serai jamais Einstein, je le sais. Je pense que voilà, il faut en être conscient. Mais au moins d'avoir les mêmes clés, en tout cas, de départ, et la même chance. Et je suis pas sûr, enfin, je suis pas sûr, je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Et je vois ça vraiment difficile d'un jour l'atteindre, hein. Je l'espère aussi également. Ça me paraîtrait un beau rêve en tout cas. Mais à part à la naissance et les mettre tous dans un internat où ils seraient non distingués comme des clones, j'exagère un peu bien sûr. Je vois pas comment. Voilà, je pense que j'exagère un peu, mais bien sûr. Je pense que même comme ça, en les mettant dans un internat comme des clones, on n'y arrivera pas. Mais effectivement, peut-être que c'est par les apprentissages fondamentaux qu'il faut aborder la question, c'est-à-dire en gros le langage oral et écrit et puis le raisonnement mathématique, algorithmique, informatique. Ce sont les apprentissages qui sont considérés comme fondamentaux, avec le respect d'autrui, bien sûr, mais en termes plutôt disciplinaires. Et on sait que ces apprentissages-là, ces connaissances dans ces domaines-là sont vraiment déterminantes pour toute une panoplie d'autres connaissances qui vont devoir être acquises. Alors, c'est sans doute là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Et je dois dire que dans l'Académie de Grenoble, et je le dis facilement parce que moi, je ne suis pas d'ici, en fait, donc j'ai découvert ça il y a quelques années quand je suis arrivé ici. Dans l'Académie de Grenoble, il y a une longue histoire de collaboration recherche-terrain sur les fondamentaux. Dans les années 90 déjà, il y avait Michel Zorman, qui était un médecin qui avait travaillé avec Édouard Jantal, qui a travaillé avec Christine Lequette, qui est médecin au conseiller technique du recteur, enfin de la rectrice. Il travaillait vraiment sur la collaboration recherche-terrain pour savoir comment renforcer l'acquisition des connaissances, ce qu'on appelle ces savoirs fondamentaux, chez les élèves, pour augmenter plutôt je vais dire dans l'autre sens, pour réduire un peu les inégalités scolaires, donc les inégalités d'accès aux connaissances qui se jouent en bonne partie dans la maîtrise complète, partielle ou très faible des savoirs fondamentaux. Merci Jérôme. Jean-Pierre, tu voulais réagir? Juste parler un petit peu de la diversité, parce que le langage, c'est un lieu où la diversité est très importante parmi les élèves qu'on accueille à l'école.
Et je ne parle pas de la diversité qui résulte des problèmes en 10, hein, comme la dysphasie par exemple, qui représente finalement très très peu de 5% des élèves d'école maternelle, mais je parle d'une autre diversité qui est la diversité sociale régionale du langage en fait. Lorsque les élèves arrivent à l'école maternelle, ils arrivent avec une façon de parler qui est celle de leur milieu d'origine. Effectivement, c'est pas la même si les deux parents sont enseignants au cadre supérieur ou si les deux parents ont d'autres professions ou sont arrivés en France il y a quelques années par les flux migratoires en fait. Et donc, on a une diversité de langage qui est importante. Et je trouve le problème, c'est que la façon de parler que l'école valorise et même qu'elle demande qu'on mette en place, une façon de parler assez formelle, qui est l'usage des enseignants, qui n'est pas obligatoirement distant, qui reste assez formel, avec une capacité de se détacher des situations de l'ici et de maintenant des situations, avec une capacité d'être dans une norme qu'on appelle le langage correct en fait. Et cette façon de parler est une façon de parler dont ne disposent pas tous les enfants lorsqu'ils arrivent à l'école maternelle en fait. Donc là, on est pris dans une nécessité, puisque c'est cette variété de langage-là que l'école valorise et qu'il est intéressant aussi d'utiliser lorsqu'on passe à l'écrit, par exemple. On est pris dans une nécessité d'amener tous les enfants à utiliser cette façon de parler et tous ne partent pas du même endroit pour aller vers cette façon de parler. Certains l'ont déjà en arrivant et d'autres doivent l'acquérir dans le cadre de l'école ou au moment de l'école maternelle, en fait. Et donc, il y a deux façons de faire, effectivement, par des interventions, comme faisait Michel Zorman, et qui se font encore, qui permettent d'intervenir auprès des personnels des écoles maternelles et des crèches pour finalement parler d'une certaine façon aux enfants et les mettre en contact avec cette façon de parler qui est utilisée par l'école. Mais il y a aussi une autre façon de faire qui est de simplement changer le regard sur la différence et la diversité. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant arrive à l'école avec une certaine façon de parler qui n'est pas celle que l'école valorise, on peut effectivement l'amener à parler, à utiliser la variété de français d'une autre langue que l'école valorise, mais on peut aussi changer le regard sur sa façon de parler à lui et ne pas la dévaloriser, faire en sorte que sa façon de parler soit aussi reconnue dans l'école, mais qu'en plus il additionne et qu'il devienne flexible une autre façon de parler. Donc je pense que notre façon d'accueillir la diversité, c'est pas uniquement de faire en sorte que tous les enfants accèdent au savoir que l'école doit enseigner, mais c'est aussi de changer le regard sur la différence et la diversité, de la valoriser. Peut-être si je peux juste rebondir sur ce que disait Jean-Pierre, hein, sans surprise Jean-Pierre, j'irai dans le même sens que toi, je vais juste le recadrer notamment en termes de stigmatisation, et je voulais aussi rebondir sur l'aspect finalement du 95,4% à plus ou moins 2 écarts de la moyenne qui concerne l'essentiel des élèves. Hein. On a effectivement certains élèves qui sont vraiment aux extrémités de cette distribution et pour qui il y a vraiment des difficultés fortes avérées en raison de troubles 10 notamment divers. Qui ont besoin d'une attention particulière, mais je pense qu'on est complètement d'accord sur on va dire l'objectif ou l'idéal d'essayer de pousser tous les élèves le plus loin possible dans l'acquisition de ces savoirs fondamentaux. Par contre, il faut reconnaître la diversité aussi en termes de différences interindividuelles tout simplement entre les élèves, c'est-à-dire que il y en a qui vont les acquérir un peu plus, d'autres de façon un peu moyenne et puis d'autres de façon un peu moindre. Maintenant, peut-être une des difficultés, c'est d'accepter justement cette diversité, et c'est là où je te rejoins Jean-Pierre, et d'éviter la stigmatisation entre guillemets des élèves faibles. C'est-à-dire que un élève faible, pas systématiquement évidemment, mais il y a toujours cette idée de dire, en gros, il faut être un peu un bon élève, ou à la limite un élève moyen, mais les élèves qui ont des difficultés sans qu'ils soient aux extrémités de la distribution, en fait, c'est des élèves qui ont tout autant besoin et qui ont tout autant le droit que n'importe quel autre élève d'être valorisés, même s'ils poussent un petit peu moins loin leur acquisition, mais l'essentiel, c'est qu'ils aient suffisamment de base en termes de savoirs fondamentaux qui vont être variables, on peut le prédire entre les élèves. C'est pas pour autant qu'il faut l'associer à une stigmatisation. Alors, je sais pas exactement où ça en est actuellement, mais il y a pu y avoir, y compris dans les échanges entre pairs, entre enseignants, etc.,
vraiment une difficulté finalement à prendre en compte des élèves qui sont un peu plus en difficulté, une supposition qui est parfois faite mais qui mérite d'être testée, c'est que notamment les enseignants sont souvent eux-mêmes des élèves moyens ou peut-être des bons élèves, donc ça peut être difficile aussi de se rendre compte de difficultés, encore une fois pas sur les extrémités, mais sur tout simplement des élèves qui pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, peuvent acquérir de façon un peu moins poussée ces savoirs fondamentaux, mais l'essentiel au-delà de ça, c'est que ce soit des élèves qui, parce qu'ils sont un petit peu du côté gauche de la distribution, ce ne soient pas des élèves qui soient stigmatisés, ce ne sont pas des élèves qui, du coup, ne se sentent pas appartenir à l'école. Il y a quand même des travaux, en tout cas des résultats par rapport à PISA, où beaucoup d'élèves, notamment en France, reportent se sentir mal à l'école, ne se sentent pas appartenir à l'école, ne se sentent pas engagés dans l'école. Or, on sait que ça va être un facteur extrêmement important dans le décrochage, par exemple. Donc, au-delà de l'acquisition on va dire, d'un minimum de savoirs fondamentaux, c'est, même si je les acquiers de façon un peu moins poussée que d'autres de mes camarades, il n'empêche que j'ai ma place à l'école, je suis valorisée, et effectivement, comme tu disais Jean-Pierre, si c'est couplé avec d'autres, on va dire, d'autres diversité, eh bien c'est néanmoins un espace pour moi où je me sens en sécurité, auquel je m'identifie. La question de l'identification même à ce qu'est l'école, à ce qu'est la classe, c'est une question extrêmement importante pour éviter que finalement les élèves fassent un rejet de l'école, décrochent, etc. Donc il y a vraiment, au-delà de l'acquisition de ces savoirs, fondamentaux qui sont, comme leur nom l'indique, fondamentaux, c'est reconnaître et pleinement accepter la diversité des élèves qu'il y aura forcément et pour autant faire en sorte que pour tous et pour toutes, l'école soit, on rejoint un petit peu la notion d'inclusion, mais encore une fois pour la globalité, enfin pour la totalité des élèves qui se sentent appartenir à l'école, quel que soit finalement leur niveau de maîtrise de ces savoirs fondamentaux. Alors, si je peux me permettre de faire une petite boucle, et pour peut-être répondre à une question que Philippe posait tout à l'heure, il y a des collègues de Caen qui ont publié un bouquin il y a quelques années, je crois que c'était à Canopé, donc, qui a remplacé le CNDP il y a quelques années. Et en fait, donc ce sont des collègues de psycho qui travaillent dans ce courant très récent de la neuroéducation. Et dans ce bouquin, elle propose des façons d'expliquer aux élèves comment fonctionne leur propre cerveau. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? En quoi expliquer aux élèves comment fonctionne leur propre cerveau, ça va les aider à être de bons élèves. Mais peut-être qu'à la lumière de ce que vient de dire Annick, peut-être que justement, expliquer à tous les élèves qui sont là que leur cerveau fonctionne plutôt comme ci, plutôt comme ça, et que donc, ça peut leur permettre de trouver, comment dire, des pistes, des moyens pour eux-mêmes apprendre, pour eux-mêmes réussir. Ça peut peut-être les aider à se sentir, à s'approprier l'école et peut-être plutôt que l'école, le fait d'apprendre, quoi. Alors, peut-être qu'on va me répondre, oui, mais tous les cerveaux ne sont pas identiques et tous les cerveaux fonctionnent différemment. Je répondrai qu'a priori, tous les cerveaux fonctionnent quand même en grande partie de la même manière. Alors, c'est un peu toute la, comment dire, tout le défi de la psychologie. Je ne parle que de ça parce que je connais que ça, en fait, hein. À part la pêche à la ligne, mais là, je ne suis pas là pour parler de la pêche à la ligne. Mais c'est un peu le défi de la psycho d'essayer de savoir ce qui fait qu'un homme, enfin, qu'un être humain est un être humain et qu'est-ce qu'on a qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qu'on a qui nous divise et qui nous rend différents les uns des autres. Et il est vrai, ça rejoint un peu ce qui était dit au tout début, tout à l'heure. On sait quand même pas mal de choses maintenant sur le fonctionnement du cerveau, sur les réseaux de neurones, sur le fait qu'il y a un fonctionnement par défaut quand on fait rien de spécial, avec un cerveau qui est quasiment aussi actif quand on fait rien de spécial que quand on fait une tâche très complexe. Bon, bref, et ça se voit aussi dans les manières d'apprendre. On parlait de mythes tout à l'heure. Alors, je vais me faire plaisir, je vais écorcher quelques mythes. Hein, vous m'excuserez, je sais que là non plus, c'est pas forcément très. Bref, je ne vais pas forcément me faire des amis, mais on connaît des mythes. C'est par exemple Emmanuel Sander, qui est un collègue qui est à Genève maintenant, hein, qui a publié un petit bouquin il y a 3 ans, qui est très bien sur les neuromythes en éducation. Et figurez-vous, par exemple, les visuels et les auditifs, qui est un concept qui est encore porté assez largement
chez les enseignants. Eh bien, en 1990, donc il y a 31 ans, Alain Lieury, qui était prof de psychologie, a publié un article pour dire « Visuel auditif, la grande illusion ». Il dénonçait déjà ce mythe, car c'en est un. Il n'y a pas des visuels et des auditifs, on est tous multicodes. L'être humain apprend mieux quand on lui présente sous plusieurs formes, à la fois visuelle, à la fois auditive, éventuellement kinesthésique, motrice. On est tous comme ça. En tout cas, aucune étude n'a permis de montrer que ce prétendu style visuel-auditif existe. Et pourtant, il y a des gens qui ont essayé de le montrer parce qu'effectivement, si c'était vrai, mais ce serait vraiment super parce que ce serait un levier incroyable. Et bien, vous savez dans quoi est paru ce papier, sur cet article en 90, il est paru non pas dans une grande revue lue par des chercheurs, par 10 chercheurs dans le monde, il est paru dans les Cahiers pédagogiques, qui est une revue, a priori, qui est lue par beaucoup d'enseignants. Et aujourd'hui encore, cet article n'est pas connu, parce que c'est vrai qu'il y a, les mythes ont la peau dure, mais ça, on y est tous soumis. Je suis sûr que je suis pétri de mythes aussi. Mais voilà, donc c'était un petit peu pour boucler par rapport à ce que disait Annick. Après, c'est sûr que heureusement, c'est bien que tu aies fait tous ces apports sur l'aspect contextuel et social, parce que un élève et un être humain, en général, c'est pas que quelqu'un qui travaille seul et qui apprend seul. Il y a aussi on les connaît, on sait très bien qu'il y a un rôle important des pairs sur les apprentissages. Oui. Merci à vous deux. Je ne sais pas si c'est ce petit bouquin, la couverture bleue à laquelle tu fais référence, Jérôme, que pour information, on avait aussi essayé de conseiller dans le cadre d'événements type de la fête de la science, mais pour le grand public, mais au-delà du grand public, y compris pour celles et ceux qui ont déjà un pied dans la psycho, dans l'enseignement, il est particulièrement intéressant. Et pour enfoncer le clou sur ce que tu dis, c'est intéressant la démarche de ce bouquin-là, c'est qu'il part des neuromythes et il dit après ce que disent réellement les neurosciences, et notamment sur être plus ceci que cela. Les neurosciences ne l'ont pas dit, voire même elles disent que pour un meilleur apprentissage, il faut renforcer les modalités, et que là, pour le coup, on voit d'ailleurs des fonctionnements, y compris cérébraux, mais aussi au niveau de la performance comportementale qui sont meilleurs. Donc, et un truc qui m'avait un peu, je crois que c'était dans celui-là, parce qu'il y en avait d'autres que j'avais sous la main, mais je crois que c'est dans celui-là où il raconte que certaines écoles que j'imagine non pas françaises, mais plutôt américaines, par gros stéréotypes dont je m'excuse par avance, mais faisaient porter des t-shirts aux élèves avec le nom de leur style d'apprentissage. Et donc là, je crois qu'on a un bel exemple du neuromythe ancré, solide, et qu'elle a voilà. Ouais, et qui peut avoir quand même des conséquences assez embêtantes peut-être pas sur toute la scolarité, il ne faut pas exagérer, mais sur une partie des apprentissages. Et je voudrais juste rajouter, Arnaud, si vous permettez, je parle beaucoup, je suis désolé, mais ce que je trouve vraiment bien dans ce bouquin, c'est que le collègue Emmanuel Sander, c'est un bouquin qui a été écrit à 8 mains, même, ils sont 4, mais à aucun moment, il ne dit voilà ce qu'il faut faire. Il dit voilà le mythe, voilà ce que la recherche nous permet de dire quant au fondement supposé du mythe, mais il n'est pas donneur de leçons. Alors, en général, il conclut que c'est un mythe, mais il donne des arguments, quoi. Je pense que c'est ça qu'on arrive à faire. Il faut dépassionner les choses. Alors, c'est bien que c'est pas facile de dépassionner, parce que quand on fait le boulot d'enseignant, on est un certain nombre d'enseignants, enseignants ou enseignants-chercheurs ici, on fait pas ce boulot par hasard, quoi. On fait ce boulot parce qu'on aime convaincre, et on est passionné en général. Mais à un moment, il faut peut-être qu'on arrive à se dépassionner. Merci beaucoup, Jérôme. Il y a une question d'une personne donc, qui nous a rejoint dans le public. Est-ce que votre micro est allumé? Vous nous entendez? Est-ce qu'on va vous entendre? Monsieur ou Madame Widman? Peut-être si vous le pouvez, vous pouvez écrire votre question, votre remarque, si le son ne passe pas, qu'on puisse bénéficier tout de même de votre intervention. En tout cas, en attendant et pour entre guillemets un peu meubler, et en rajouter une couche, ce qui j'ai trouvé aussi très d'actualité dans ce bouquin, c'est que l'un des derniers chapitres qu'il aborde, c'est celui des écrans. Et là aussi, il y a beaucoup à dire en termes de ce qu'on fait dire à la science et qu'elle n'aurait pas voulu totalement dire, qu'elle soit neuro en tant que telle, voire épidémio. Et je n'ai pas un exemple malheureusement spécifique dans le domaine
des apprentissages au sens, vous savez, les apprentissages que vous avez qualifiés comme étant fondamentaux, très en lien avec l'académique scolaire, si on peut le dire comme ça. Mais il y a un certain nombre d'études qui sont des études alors d'intervention lorsqu'il y a des soucis, mais aussi de prévention, qui un peu dans l'esprit de ce que tu disais en fait, hein, Jérôme, auprès de jeunes gens, généralement des ados, des pré-ados, qui consistent à leur expliquer comment ils fonctionnent du point de vue, par exemple, la régulation du comportement, et en disant, voilà, un comportement difficile à réguler, avec des émotions un peu fortes, ça se concrétise comme ci, comme ça, c'est parce que ton cerveau, il fait ça, c'est parce que ton organisme, il est aussi chamboulé pour telle ou telle raison. Donc, en fait, on leur donne les clés. Bien sûr, on ne leur fait pas passer un doctorat en endocrinologie ou en pédiatrie sur le coup, mais on leur donne les clés. Et ce que montrent des études qui ressemblent à des essais cliniques, en fait, hein, ça versus une condition contrôle, le pseudo-placebo, montre qu'en fait, les jeunes gens, quand ils étaient sensibilisés à leur propre fonctionnement, reprenaient la main, en fait, sur leur comportement problématique. Et quelques chiffres assez impressionnants montrent que quand on fait ça sur de la prévention primaire ou secondaire, dans le domaine en fait des consommations de substances ou des troubles un peu visibles comme ça du comportement, on réduit entre comparant ceux qui ont bénéficié de cette technique et ceux qui n'en ont pas bénéficié, on réduit l'entrée dans la difficulté de 30 à 50%. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être entendu, et c'est vrai que ça m'invite aussi là à vous poser la question de savez-vous si on parle un peu plus aux élèves de qui ils sont en tant qu'apprenants, je ne sais pas si c'est un bon terme, si vous l'acceptez ou le réfutez, si on leur parle de comment ils sont constitués pour apprendre, pour leur donner aussi les clés et les rendre en fait très acteurs de ce processus qui est la scolarité, ce qui à mon avis rejoint aussi une grande question qui est celle à travers cette question de l'implication et d'être acteur, qui est celle de la motivation qui va être essentielle aux apprentissages. Je ne sais pas si aussi sur un aspect pratico-pratique, Jean-Pierre ou Anne, vous avez des éléments à compléter dessus? Moi, j'ai juste un petit exemple en maternelle pour que les enfants fassent la sieste ou dorment correctement. C'est une question qui est récurrente avec les parents, et puis il faut que les enfants se reposent. Et en fait, quand on leur explique que ça aide à grandir, puisque un des projets de la maternelle, hein, le projet c'est se grandir, enfin c'est ni faire plaisir à l'enseignant ni faire plaisir à ses parents, c'est pour eux. Quand on leur explique les mécanismes du sommeil, de pourquoi c'est important, pourquoi à ce moment-là ils grandissent, y compris physiquement, je veux dire, c'est pas que dans leur tête, eh bien il y a pratiquement aucun problème pour qu'ils dorment. Et il s'ensuit que même à la maison, quoi, les choses, si on fait de la coéducation, qu'on explique aussi aux parents, parce que ça me paraît toujours important. La chose importante pour que l'enfant apprenne bien, c'est aussi qu'il y ait une confiance entre les enseignants et les parents. Donc, il faut qu'il y ait cette coéducation. Et eh bien, je trouve que oui, les enfants, quand on leur explique le fonctionnement de leur corps, de leur cerveau, à une moindre échelle, tout de suite, ils entrent ils comprennent, c'est évident. Donc, tu m'as posé la question, Jérôme. En fait, je peux répondre par rapport peut-être à la question du langage, puisque c'est quelque chose qui a fait le lien entre ma profession, mon ancienne profession de professeur des écoles et maintenant ma profession de professeur de linguistique. En fait, il y a une réflexivité, enfin, faire réfléchir les enfants sur leur façon de parler, sur la façon de parler que l'école valorise, sur la hiérarchie sociale des valeurs, des différentes façons de parler, sur la flexibilité qu'il faut avoir pour passer d'une situation à une autre avec les copains, face à l'enseignant, face à un autre adulte, en situation d'examen scolaire, par exemple. C'est une réflexivité qui est intéressante, qui a des résultats, en fait, qui a des résultats parce que, justement, en faisant comme ça, à la fois on reconnaît la diversité des variétés du langage, de la langue française ou d'autres langues, on reconnaît la diversité, et en même temps, on explique à l'enfant comment il se situe dans cette diversité,
et quels sont les intérêts d'une certaine flexibilité en fait. Voilà. Donc je pense qu'on a toujours intérêt à faire prendre conscience aux élèves de leur fonctionnement, que ce soit un fonctionnement vis-à-vis de l'apprentissage, vis-à-vis du langage ou d'autres types de zones d'activité. Oui, vraiment, oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis il y avait aussi une autre question qui est arrivée, c'était la question du plaisir d'apprendre. Elle a été posée et on l'a pas abordée. Dans mon expérience déjà ancienne maintenant de professeur des écoles, il me semble qu'à un certain moment, j'étais dans l'enseignement adapté, c'est-à-dire avec des enfants en difficulté de toutes sortes, qui étaient regroupés dans les classes qu'on appelle classes de perfectionnement. Oui, on regroupait des enfants qui avaient des difficultés cognitives, mais d'autres types de difficultés émotionnelles ou plus relatives à leur personnalité. Et en fait, à un certain moment, lorsque dans ces classes-là, je remarquais qu'un enfant se mettait à progresser, c'est qu'il avait trouvé sa place, en fait. Donc, il y avait cette façon d'être dans la classe où il trouvait sa place. Et trouver sa place, c'était à la fois, c'était avoir du plaisir à apprendre parce que rentrer en contact avec la matière d'apprentissage qu'on lui proposait et du coup s'y investir et être actif, devenir plus agent de son apprentissage vis-à-vis de cette matière. Et je pense que trouver sa place, c'était aussi se sentir reconnu dans l'école, dans le groupe classe. Ça correspond un peu à ce que disait aussi Annick, ça arriver à trouver sa place dans l'école en fait. Reconnaître l'école comme un endroit où on se sent chez soi. Et alors, quand on reconnaît l'école comme un endroit où on se sent chez soi, eh bien, je trouve que c'est une façon de faire revenir le plaisir d'apprendre. Voilà. Alors ça n'a jamais été théorisé. C'est pas quelque chose que j'ai théorisé par la suite, mais c'est quelque chose que j'avais remarqué lorsque j'étais professeur des écoles. Merci beaucoup. Alors, pour vous tenir au courant, monsieur ou madame Wiedemann a écrit sur le chat et ça m'est venu en message direct. Et pour résumer son propos, donc la personne explique qu'elle souhaite revenir sur la nécessité d'aller vers l'école inclusive. Malheureusement, comment le faire lorsque les effectifs grimpent? On promet 28 élèves par classe dans quasi tous les niveaux l'an prochain. Étant professeur en collège dans l'avant-pays savoyard, très concrètement, c'est décourageant et on ne peut que se poser la question sur les modalités. Comment allons-nous faire alors que nous cherchons à monter des projets, être réactifs, être plus proches des élèves et de leurs besoins? Donc soulignant en fait parfois un décalage entre les projets, les intentions et la manière dont tout ça pourrait s'articuler avec le terrain et in fine les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants. Bon, un point saillant qui ressort de cette intervention, c'est celui de la gestion des effectifs aussi pour essayer d'être dans l'accompagnement, la prise en compte des contextes, des particularités. Je ne sais pas si on a en soi des possibles éléments de réponse ou si on a je pense qu'on a peut-être plus des constats que des solutions, que effectivement les grands effectifs n'aident pas à passer suffisamment de temps avec chaque apprenant et je pense que ça c'est une problématique qu'on pourrait presque prendre en copier-coller de la petite enfance du préscolaire jusqu'à master des plus petits aux plus grands. Mais c'est bon, voilà, c'est des questions d'accompagnement, d'individualisation, de prise en compte des particularités qui sont forcément vues comme un moment peut-être importante, mais compliquées à suivre avec les effectifs. Et puis il y avait également une remarque, un commentaire sur le problème de l'évaluation. Très bien. L'évaluation reste un problème majeur tant que la méritocratie et la compétitivité scolaire sont indifférents à la différence. Y a-t-il dans le système français cette prise de conscience et dans quelle mesure? Donc, il y a plusieurs éléments dans cette question. Sur des aspects d'évaluation, j'ai l'impression que vous avez toutes et tous une affinité avec la thématique. Annick, tu avais aussi un peu parlé d'un rapport sur l'évaluation. Anne, Jean-Pierre, oui. tu avais un peu parlé. Je sais pas qui. Oui, moi je trouve que ça c'est même nodal par rapport à notre système et puis l'élitisme, la compétition, tout ça et la ségrégation sociale. Disons l'évaluation y participe largement. Les notes, les classements, ce
qu'on appelle aussi la constante macabre, c'est-à-dire que dans une classe, si on n'a pas des bons, des moyens et des faibles, on n'est pas un bon enseignant. C'est quand même quelque chose qui perdure, ça. Donc, c'est vrai que, alors moi, j'ai beaucoup basé mon projet d'école sur la réussite des enfants, la réussite de tous, et sur une autre évaluation, sur une évaluation positive, conçue avec les enfants, même tout petits, même à partir de 2 ans, sur le modèle d'un cahier, enfin, à l'aide d'un cahier de réussite où c'est lui-même qui essaye de voir les progrès qu'il fait et où à aucun moment il y a un regard comment dire, négatif et c'est simplement par rapport à lui-même, c'est ni par rapport aux autres. Et puis, il n'y a jamais parce que ce que je constate, c'est qu'on utilise déjà à la maternelle des systèmes de notation extrêmement stigmatisants, même si c'est des feux rouges, des feux oranges, des feux verts, des visages de travers, des choses qui ne sont pas des notes, mais qui quand même, les enfants, ils savent très bien que ça correspond à j'en ai plus que l'autre ou moins, ils se comparent, ils se classent, et tout ça, c'est vraiment très mauvais. Donc, à aucun moment, je n'ai employé ces choses-là. Et l'évaluation, donc, elle se fait avec l'enfant, elle part de l'enfant. Elle se fait aussi quand ils sont petits, comme ça, à la maison aussi. Il y a des va-et-vient. C'est pour ça que je parlais de coéducation, parce qu'y compris là-dessus, le regard positif, il doit être porté aussi par les parents. Et il n'est pas si facile. Il n'est pas si facile pour un parent de voir le côté positif de ses enfants. Et surtout quand il les écrit, j'ai de nombreux exemples où quelquefois les parents sanctionnent leur enfant, disent ce qu'il ne fait pas bien, les bêtises, les choses comme ça. Il m'est arrivé d'arracher des pages par rapport aux parents et non pas aux enfants, et pour qu'ils portent un autre regard. Mais enfin, c'est un travail de conviction aussi. Et en fait, ça change tout à fait comment dire, les enfants progressent réellement dans cette dynamique. Ils progressent pour eux. Ils sont pas du tout en compétition. Au contraire, parce qu'il y a toujours un retour, j'ai toujours discuté avec l'ensemble des enfants sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils arrivent à faire par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Ils savent à quelle sauce ils sont mangés, enfin je veux dire, ils savent pourquoi ils sont là. Donc c'est ni pour faire plaisir à l'enseignant, ni pour les parents, et c'est juste pour eux-mêmes. Et quand ils sont dans cette dynamique, ils ne sont pas du tout en train de regarder l'autre. S'ils regardent ce que l'autre fait, c'est juste parce qu'ils se disent, tiens, oui, pourquoi je ne pourrais pas faire comme ça? Ils essayent de se concerter. Je sais pas, c'est pas du tout dans la compétition. Moi, je trouve dramatique qu'il y ait un tel élitisme qui est en France, et c'est aussi pour ça qu'on est mal... je veux dire qu'on est mal classé aux résultats PISA. C'est à cause en partie des notes. C'est à cause de ce système d'évaluation. Et la preuve, c'est qu'en Finlande, qui est le premier, n'utilise pas du tout de notes jusqu'à l'âge de 12 ans. Par exemple, on devrait en prendre de la graine. Il y a plein de choses. On sait pourquoi certains pays réussissent et on ne le fait pas. On devrait prendre l'exemple. Ils ont aussi des effectifs moindres. On en parlait des effectifs. Moi, j'ai jamais eu en dessous de 28 élèves par classe. Jamais. Et ça a été toujours un combat pour les limiter à 28, parce qu'on en aurait eu bien plus même. Or, on nous dit que pour avoir un bon groupe, il y a même du management d'entreprise nous dit ça, qu'il ne faut pas dépasser les 15. À certains moments, on peut être 30, je ne sais pas, c'est vrai qu'à ce moment-là, on se regroupe avec une autre classe. Mais en tout cas, on a des moyens qui ne suivent pas, ça c'est sûr. Voilà. On approche de l'heure de fin. Annick, pour aussi cette question, ces éléments aussi, hein, et de la question qui est posée, et puis aussi de ce qu'a pu dire Anne, est-ce que tu as une réaction? Je vais essayer d'être synthétique, je ne suis pas sûre d'y arriver.
Peut-être juste pour reprendre sur PISA, justement, quand je fais mon rapport pour le CNESCO, évidemment, on pense tous à PISA, mais en fait, PISA, potentiellement, ne fait qu'accentuer le focus sur l'évaluation, puisque dans les premières pages, quand on lit les recommandations de l'OCDE, c'est de dire, en fait, il faut évaluer les élèves. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a rien de spécifique au système français dans le fait d'évaluer. Ça fait partie, on va dire, intégrante du contexte scolaire, que ce soit en France ou ailleurs, c'est même, on pourrait dire, presque préconisé par PISA. Après, la question du type d'évaluation, celle-là, elle est ouverte. Là, vous parlez des notes, on est donc sur des évaluations qu'on appelle normatives, en général avec, là encore, une représentation mentale possible en termes de distribution, on va dire, normale, avec des notes qui doivent être un peu plus faibles, d'autres moyennes de façon assez importante, et puis quelques bonnes notes. Donc ça, c'est un type d'évaluation normative, et ce n'est absolument pas la seule façon d'évaluer. Il y a aussi ce qu'on appelle une évaluation critériée qui, pour le coup, va pas consister à dire par des moyens divers, finalement, des choses qui peuvent se résumer ou qui peuvent se comprendre de la part des élèves en termes de notes normatives, justement, mais qui consiste à dire, voilà les objectifs d'apprentissage, par exemple, d'un cours à l'autre. J'ai des collègues qui l'ont testé à l'université. Et c'est dire, si vous réussissez ces objectifs d'apprentissage, en gros, si vous travaillez, eh bien, vous aurez une bonne note. La difficulté qui se pose à l'université, par exemple, c'est de dire, on a des UE, du coup, où tous les élèves, ou en tout cas la moyenne du groupe, peut être autour de 16-17. À un moment donné, il faut quand même le traduire en notes. Et là, ça pose problème, en fait, souvent aux collègues, ça peut poser problème aux élèves, parce qu'ils disent, mais comment c'est possible qu'on puisse tous avoir 17, par exemple? On est tellement ancré dans une logique d'évaluation normative qu'en fait, ça devient l'évaluation par défaut, alors qu'on peut avoir d'autres types d'évaluation. Donc ça, c'est vraiment sur la partie évaluation en tant que telle. Après, par contre, je vous rejoins complètement sur la partie sur quoi on met le focus en fait en termes d'apprentissage. Je pense que ça revient en termes d'évaluation à ce qu'évoquait Jérôme aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les travaux sur la motivation, on fait, et notamment la motivation à l'accomplissement qui est très présente en contexte scolaire, il y a une distinction qui est faite entre, encore une fois, la motivation à comparer de façon normative, est-ce que je réussis mieux ou pas, ou alors on peut mettre le focus sur ce qu'on appelle la maîtrise de la tâche et l'amélioration de soi. C'est-à-dire qu'on va non plus prendre une comparaison sociale avec autrui, mais on va prendre finalement une comparaison intra-individuelle, c'est-à-dire est-ce que j'ai progressé par rapport à l'exercice la dernière fois, par rapport au mois dernier, etc. Et est-ce que je maîtrise la tâche? Et on rejoint un petit peu la notion d'évaluation critériée, puisque finalement, ça ne va pas être tellement comment je me situe par rapport aux autres, mais est-ce que j'ai progressé et est-ce que par rapport aux critères d'apprentissage, est-ce que, entre guillemets, je suis dans les clous ou est-ce que je peux clairement identifier que, par exemple, cette partie de l'exercice, il faut que je travaille encore un petit peu, et ça veut dire que la prochaine fois, quand je fais mon auto-évaluation dans le temps, je constate que oui, en faisant des efforts, en travaillant un petit peu, alors la notion d'effort, elle est toujours un peu délicate à manier, mais en tout cas, quel que soit finalement mon rythme de progression et quel que soit le rythme des autres, l'essentiel, c'est que petit à petit, petite brique après petite brique, moi, j'avance un petit peu et j'avance à mon rythme. Donc, je pense que ça rejoint aussi la question de la variabilité interindividuelle entre les élèves. Et puis, enfin, la question de la comparaison sociale, je pense que là aussi, elle peut être délétère. Elle est parfois aussi, et initialement, elle a été beaucoup théorisée comme un bénéfice. C'est-à-dire que le fait de pouvoir s'inspirer de ce que font des élèves qui sont légèrement meilleurs que nous, c'est ce qu'on appelle un drive upward qui peut nous donner des clés pour apprendre en regardant un petit peu ce que font les autres et comment ils le font. Donc voilà, je pense que ces différentes notions, que ce soit celle de l'évaluation, est-ce que la France est mal par rapport à PISA ou pas, et surtout la question de l'évaluation normative versus critériée et la question de la comparaison finalement intra-individuelle plutôt que comparaison sociale très fortement ascendante, c'est-à-dire que celle qui va être extrêmement délétère, c'est si on se compare avec des personnes qui sont trop différentes de nous. Par contre, petite comparaison sociale avec des personnes qui sont juste un tout petit peu meilleures que nous, ça peut être un drive en fait pour s'améliorer.
Merci beaucoup. On a légèrement dépassé le créneau parce que on avait beaucoup de choses à dire et je suis sûr qu'on en a encore beaucoup. En tout cas, pour terminer cette soirée, je tenais très sincèrement, très chaleureusement à remercier déjà tous nos intervenants et puis toutes celles et ceux qui se sont joints à nous dans ce format aussi un peu particulier qui est un café science finalement sans café, de la visio et évidemment toujours de la science. Le président Jean-Louis Coutaz me dit dans l'oreillette qu'il y a en mai un café science sur les allergies, donc vous commencez peut-être à ressentir les premiers effets. Et puis il y aura d'autres projets de café, on l'espère toutes et tous, cette fois-ci dans leur forme traditionnelle, en présentiel, puisqu'il y a aussi des freins pour certains et certaines à nous rejoindre quand c'est la visio. En tout cas, merci à toutes et à tous. Philippe, est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour conclure et se saluer en allumant ton micro? Alors, je t'invite à rallumer ton micro, Philippe. Donc, depuis le chat où on a vu les commentaires et les questions, il semble que les gens étaient satisfaits des réponses données par les uns ou par les autres. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que tout le monde ne peut pas intervenir en direct. Le choix des participants, je répète ce que je disais à l'entrée, c'est permis témoignage direct d'une enseignante, les compétences des uns et des autres. Ça fait quand même le tour d'une question, même si les définitions du départ, qu'est-ce que les neurosciences, finalement, on a vu que au fond, le débat avait porté sur une façon d'enseigner, sur l'intégration de l'enfant, le centrage sur la personne. Et je trouve que même s'il y a des polémiques et des antagonismes connus, ça a permis d'apporter dans les points de vue différents une espèce de, pas un consensus, hein, parce que finalement, consensus, c'est toujours par le bas, mais les éléments de questionnement et de réponse, parce que finalement, il n'y a pas eu d'empoignade trop importante, et je crois que c'est bien dans cette transversalité qu'on a l'habitude de construire nos plateaux d'intervention. Donc, merci d'être venu. Désolé de ne pas avoir pu me connecter quand il fallait, mais bon, parce que je remarque que j'étais sous deux vocables. J'étais à mon prénom et à mon nom, mais là, voilà, c'était très bien présenté. Il y a eu des remerciements spécifiques et des gens qui n'ont pas osé prendre la parole et qu'on connaît. Là, on leur en parlera quand on les verra. Je pense à Fabien Arnaud qui lui posait des questions, qui avait sa réponse, mais il y en a qui n'ont pas mis la petite main, mais qui ont trouvé dans le soutien, dans la remarque, finalement, ce que tel ou tel interlocuteur leur apportait comme satisfaction par rapport à leur vision de la chose. Ça, c'est à noter, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, donc la prochaine fois, je vous dis que pour les allergies, si vous portez le masque, vous aurez moins de pollen, c'est ce que disent les allergologues. Mais s'il n'y avait pas de masque et pas de Covid, on préférerait avoir des pollens végétaux, je pense. Voilà pour le trait. Eh bien, à bientôt. Merci Arnaud. Merci, au revoir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.